Bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et de TC Média. Mon nom est Dominique Fortier et j'ai à mes côtés mon fidèle collaborateur, M. Matthew Lalonde-Terrien. Bonjour Matthew. Salut Dominique. Passe une belle semaine. Oui, très belle semaine, bien remplie. Alors, on est prêt pour s'attaquer à une autre semaine d'actualité et très faste d'ailleurs. Ça a débuté hier soir avec la présentation du débat à la préfecture de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, trois candidats que nous avons tous déjà reçus ici en studio. Alain Cormier, préfet sortant de 2 mandats, ainsi que Maxime Esther-Bouchard et Frédéric Deroy. Alors, Mathieu, c'était quand même un débat qu'on pourrait qualifier de tranquille, Passif. respectueux, oui, très passif, effectivement. Alors, c'est très difficile de dire si quelqu'un a gagné ou non. Ce qu'on peut dire, c'est que M. Cormier a réussi à présenter l'ensemble de son bilan et aussi à parler de sa plateforme qui s'en vient sans trop être attaqué par ces deux autres concurrents. C'est pour ça que moi, je le donnerais gagnant d'une certaine façon, parce que ceux qui se présentent à la préfecture se présentent surtout contre Alain Cormier, le préfet sortant, et n'ont pas été agressifs sur son bilan. Alain a pu présenter de façon très calme son bilan, sans nécessairement parler des idées qui voulaient venir, à part la santé, je crois qu'il voulait développer un peu plus. Frédéric Deroy est resté très, très calme et pas très, très actif. Tandis que Mme Bouchard, elle, a été présenter un peu ses idées, mais ça a été parfois décousu un peu, je trouve. Alors, c'était quand même un débat où il n'y a pas eu de grand coup qui a été marqué. Ce n'est pas un débat qui va passer à l'histoire. Je pense qu'on peut dire ça. Alors, mais quand même, c'était un bel exercice de démocratie pour les gens qui voulaient voir les trois personnages en action et qui ont quand même pu présenter la majorité de leurs idées. Donc, pour le volet présentation, c'était bien, mais effectivement, il y aurait peut-être lieu, Matthew, de revoir dans l'avenir si on ne pourrait pas extensionner la portion de débat entre Faire candidats. des face-à-face un peu, Oui. puis changer peut-être la formule, mais ça va toujours dépendre du nombre de candidats. À Effectivement. 3 candidats, la formule est différente qu'à 2. À 2, c'est vraiment plus un face-à-face, ça elle permet. À 3 candidats, il faut présenter les gens. Certains sont peu connus. Alain est très connu. M. Cormier, il est préfet depuis presque 10 ans, 8 ans et demi, je crois. Donc, les gens le connaissent bien. Frédéric avait déjà été candidat pour Option nationale Oui, à 2 reprises. à 2 reprises, est déjà quand même connu un peu. Faut dire qu'il a obtenu quoi, 0,9% la dernière. Oui, ce n'était pas des scores pour appeler sa mère. Là. Non, 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 c'est pas des grands scores, parce que Mme Bouchard est surtout connue pour son entreprise et lorsqu'il y a eu en 2014 Arthur, là, elle a fait parler un peu d'elle pour le chemin qui se rendait entre deux Maximes. Oui, tout à fait. Sinon, pour ses idées de développement, elle n'était pas connue et, à mon humble avis, elle a manqué l'occasion de peut-être défendre ses idées ainsi que Frédéric Deroy. Pour Ouais, ça, je ben, crois que le vainqueur est Alain Cormier. ça demeure justement un exercice qui est pas facile. Il y a beaucoup de stress là-dedans. Et justement, Mme Bouchard, qui n'est pas nécessairement habituée à ce genre d'exercice-là. Et j'en discutais avec notre réalisateur avant l'émission. Et pour ce qui est de Frédéric Deroy, malgré les bonnes idées qu'il pourrait mettre de l'avant, on s'entend que ce n'est pas le même genre de débat que lorsqu'on est au provincial et qu'on vise plus large. Non. Là, ici, c'est beaucoup plus près de la communauté, donc c'est peut-être plus difficile de faire des attaques contre des gens qui sont plus proches de soi. Donc, à ce niveau-là, ça amène une couche de difficulté supplémentaire que ce soit à un niveau plus rapproché de soi. Là. Oui, mais quand même, ou même si c'est au niveau proche, on s'entend que c'est dans le cadre d'une course à la préfecture. Donc, quand tu es quelqu'un qui se présente à temps, tu t'attends à recevoir des attaques, surtout quand tu es le préfet sortant. J'imagine Alain devait s'attendre à se faire attaquer. Donc, c'est un moment pour en profiter, parce que la politique, ben, c'est l'art aussi de la confrontation. Effectivement. Donc, Alors, on pourra en débattre longtemps, mais oui, chose certaine, ce débat-là ne passera pas à l'histoire comme étant un malheureusement, des plus explosifs. Alors, on verra ce qui va se passer. La campagne c'est pas fini. est toujours pas finie. Alors, on a toujours la chance de voir si certains adversaires de M. Cormier vont oser se mouiller pour justement peut-être attaquer M. Cormier, ou bien peut-être que M. Cormier lui-même voudrait peut-être brasser la cage un peu de ses adversaires et voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre, qu'est-ce qu'ils
qu'ils ont comme idée à offrir. S'ils se présentent comme une alternative, alors pourquoi ils feraient mieux que lui? C'est ça. Mais souvent, la meilleure défense est l'attaque. Donc, si M. Cormier est sur la défensive, la meilleure façon de désarmer ses adversaires, ce serait de les attaquer justement sur leurs idées. Et tout à fait. Et je pense que les Penguins de Pittsburgh l'ont prouvé à travers le temps que c'était la meilleure défense d'avoir une excellente attaque. Les Canadiens devraient peut-être s'en inspirer. On passe à un tout autre sujet. Malheureusement, encore une fois, cette semaine, Mathieu, on doit parler d'une tragédie. Oui. Monsieur Harold Dupuis, un pêcheur de tourelle qui s'est retrouvé à l'eau. Il est tombé par-dessus bord du petit bateau, le Simdan, alors qu'il quittait Mont-Louis en direction de Tourelle, justement pour remiser le bateau. Alors, il était en train de manipuler des stabilisateurs lorsqu'il est tombé par-dessus bord. On parle de vagues qui étaient de 2 à 3 mètres de hauteur, des vents de l'est de 25 à 30 nœuds, une visibilité d'1 mille nautique. Alors, ce n'étaient pas les conditions idéales pour voyager en mer. Par surcroît, il n'avait pas de veste de sauvetage, ce qui, évidemment, n'a pas aidé à la situation. Alors, il est toujours porté disparu. Il est tombé à l'eau à environ 1 km du quai de Tourelle. Justement dans ces conditions-là qui n'étaient pas du tout favorables du côté de la Sûreté du Québec et de la Garde côtière. On a suspendu les recherches. On dit qu'elles pourraient reprendre si on avait de nouvelles informations. Je voulais donner mes sympathies à la famille et aux proches parce que ça a touché un pêcheur, mais ça a touché toute la communauté de la Haute-Gaspésie, même de la Gaspésie. On s'entend de tous, quelqu'un soit dans notre famille ou un ami proche qui est du monde de la pêche. C'est quelque chose qui a fait beaucoup jaser. Certains ont même dit qu'il faudrait commencer à faire une loi pour obliger les pêcheurs à porter un objet de flottaison en tout temps, mais connaissant certains pêcheurs, quand ils travaillent directement avec un objet de flottaison, ça nuit beaucoup à leur travail, et comme c'est un travail qui est basé sur le rendement, c'est difficile pour eux autres d'atteindre les quotas au bon moment quand ils ont une veste de flottaison. Donc c'est quelque chose de triste qui aurait pu être évitable. Il reste à voir la suite des choses, comment ça va se passer. Justement, le Bureau de sécurité en transport ainsi que la CNESST, l'ancienne CSST, se penchent toutes deux sur ce triste événement. Alors, dans le domaine juridique, le ministère de l'Environnement avait déjà déposé des accusations contre la ville de Cap-Chat pour l'enrochement illégal du printemps dernier à la suite des crues printanières qui avaient passablement ravagé le littoral et qui, justement, on craignait au niveau des élus de Cap-Chat que la rivière déborde encore plus et endommage les résidences ainsi que les sources d'eau potable. Alors, après le ministère de l'Environnement, voici que Pêche et Océan Canada dépose des poursuites contre Cap-Chat. On parle de fourchettes d'amende allant de 100 000 à 4 millions de dollars. C'est énorme. C'est pourquoi Cap-Chat, en première instance, contre le ministère de l'Environnement, avait plaidé non coupable. Probablement qu'ils feront la même chose ici. Alors, cette fois-ci, ce qu'on reproche à Cap-Chat, c'est d'avoir exercé une activité qui entraîne des dommages sérieux à un poisson visé par une pêche commerciale ou récréative. Alors, la saga n'est toujours pas terminée. Cette fois-ci, on poursuit le maire à titre personnel, les conseillers à titre personnel, ainsi que la municipalité de Cap-Chat. Donc, la petite municipalité n'est visiblement pas au bout de ses peines. Mais les fonctionnaires, s'ils avaient accepté la demande, parce qu'avant de faire les travaux, la municipalité avait fait des demandes et qui n'ont jamais eu de réponse, ni de refus, ni d'acceptation. Ils ont simplement attendu la municipalité lance ses travaux pour ensuite les poursuivre. Puis là, dans les poursuites, avec les budgets de la municipalité et les montants de la poursuite, on voit bien qu'au niveau du gouvernement, ils n'ont aucune vision de la réalité des régions et des budgets municipaux. Ça pourrait mettre à terre une petite ville si on commence à parler de 4 millions. C'est 3 millions par jour? Oui, et on parle de ça ici, le 4 millions, c'est l'amende maximale, mais pour une des poursuites, on ne parle pas du ministère de l'Environnement qui, justement, ça s'échelonne par coup de jours de travaux. Là, on peut monter dans le 10 millions et facilement, peut-être plus. Oui. Donc, ça mettrait à terre une petite localité. Moi, je vois là-dedans un exemple parfait de la structure gouvernementale trop lourde avec des règlements qui sont mis mur à mur et qui n'ont aucune compréhension vraiment de la réalité que vivent les petites municipalités. Et on ne peut faire autrement que penser à la petite municipalité de Restigouche-Sud-Est qui a aussi fait face à une poursuite incroyable qu'elle ne pourrait jamais assumer si jamais le juge reconnaissait que la ville avait mal agi. Là. Donc, ça serait intéressant de suivre qu'est-ce qui va en découler. De plus, ça se pourrait très bien que ce soit un autre conseil municipal qui soit en poste lorsque tout ce dossier-là connaîtra son dénouement.
De toute façon, ce qui va arriver, c'est que même s'ils sont poursuivis personnellement, M. le maire et les conseillers, ainsi que le DG, le trésorier et toute la famille, c'est la municipalité qui va écoper quand même. Oui, oui, C'est la municipalité qui va payer pour M. le maire, qui va payer pour les conseillers, payer pour le DG. Donc, c'est les contribuables de CAPTCHA qui vont payer pour ça. Puis malheureusement, c'est des travaux qui auraient dû être faits, qui ont été faits et qui n'ont pas eu l'aval du gouvernement et qui n'ont pas eu le refus non plus. Moi, c'est quelque chose que je trouve d'intolérable et d'inacceptable. Alors, on va voir comment va se dérouler justement toute cette histoire-là. Il y a une prochaine date de cours au mois de novembre, je crois, afin de savoir comment ce dossier évoluera. Sur une note un petit peu plus joyeuse, les travaux d'aménagement en vue d'offrir le premier refuge pour animaux abandonnés en Haute-Gaspésie est en train de progresser. On peut voir ici à l'écran la ville de Sainte-Anne-des-Monts qui avait fait acquisition d'un terrain à Saint-Joseph, justement puisqu'il devait faire une ceinture de sécurité pour un de ses puits d'eau potable. Alors il y avait ce petit chalet qui se retrouvait sur le terrain et la ville n'en avait aucune utilité, donc ils l'ont remis à Manon Parent pour son refuge. Alors, c'est ce bâtiment qui servira de bâtiment d'accueil, aussi de salle d'examen, de petites boutiques. Alors, ce sera vraiment l'accueil du refuge qui sera installé sur la route 132, un petit peu dépassé le supermarché métro. Alors, la ville fournit ça, a également fourni des ponceaux, de la tuyauterie, histoire que le refuge puisse se brancher sur le réseau municipal. Alors, ça va quand même assez bien. On voit ici Manon Parent à l'écran avec une dame qu'on connaît bien, Vicky Fortin, qui agit comme famille d'accueil pour recevoir des petits animaux abandonnés pendant qu'on attend l'ouverture du refuge. Alors, c'est un beau geste que fait Madame Fortin en accueillant des petits chatons à la maison. Oui, Mme Fortin qui les accueille avec toi, j'imagine, hein? Oui, oui, il y a peut-être un certain lien à faire ici, effectivement. Alors, tout ça pour dire que si jamais les choses vont comme prévu, Manon Parent espère pouvoir ouvrir le refuge d'ici la fin 2017. C'était son objectif d'ouvrir avant l'hiver, idéalement, parce qu'on sait, hiver et animaux abandonnés ne font pas bon ménage. Un dossier qui te touche personnellement, j'imagine, et tu as bien hâte de voir la fin. Oui, effectivement, parce que comme tu as souligné, alors Vicky, c'est ma conjointe, donc c'est moi aussi qui accueille des petits chatons chez moi. Et autant que ça peut être un bonheur pour moi de recevoir autant de chats à la maison, autant que nous espérons justement que le refuge prenne forme pour tous les animaux qu'on ne peut pas accueillir chez soi. Alors, par la suite, un an après son implantation, le comité de récupération alimentaire de la Haute-Gaspésie a récolté pas moins de 2740 kilos de nourriture qui ont été remis à différents organismes communautaires de la MRC. C'était une première année d'activité qui était réalisée en partenariat avec le supermarché Métro Alimentation Steve Dumont. On récupérait des fruits, des légumes, des produits laitiers, des produits de boulangerie. Alors, tous ces produits-là ont été récupérés et remis au groupe d'action sociale et psychiatrique des Monts, au centre Louise-Amélie, ainsi que chez Carrefour Ressources. Et on espère, dans la deuxième année d'opération, pouvoir maintenant récupérer les viandes. Bon, c'est quand même une très bonne nouvelle aussi, parce que ce sont des organismes qui vont toucher les plus démunis. Puis Dieu sait que présentement, ça commence à coûter très cher pour les gens de la région aller à l'épicerie. Puis les personnes qui sont les plus touchées sont les personnes qui ont des faibles revenus, qui travaillent souvent dans ces organismes-là et qui sont des bénéficiaires. Et voilà. Alors, chapeau pour la démarche intégrée en développement social qui est au cœur de ce comité de récupération alimentaire. Alors, en fin de semaine dernière, la maison L'Entretemps de CAPTCHA célébrait ses 10 ans. Alors, ça fait 10 ans que le bâtiment actuel, situé tout juste en arrière de l'école L'Escabelle, est là. C'est un projet qui avait été mis en place par la municipalité de Capcha, le maire Jude Landry qui avait travaillé très fort pour que la Maison des Jeunes puisse avoir son propre bâtiment. Alors on célébrait les 10 ans d'implantation. Auparavant, on était dans un sous-sol d'église, donc ce n'était pas l'idéal pour... Et même avant ça, il louait une petite maison qui était près du dépanneur au centre-ville. Oui. Puis ça commençait à être délabré un peu cette maison-là. Elle avait fait son temps. Moi, à l'époque, j'allais souvent voir mes amis de Captcha à la Maison des Jeunes et je suis bien content du nouveau local. Il est très beau, bien situé, proche des jeunes, proche de l'école.
c'est un bel endroit. Oui, c'était l'endroit l'idéal. Et justement, Jude Landry précisait que peu importe qui administrera ce building-là, là pour l'instant c'est la Maison des Jeunes, mais si ça devait changer demain, il y a une clause dans un contrat quelque part qui dit que ce bâtiment-là servira toujours pour les jeunes, peu importe qui l'occupera. Ah, c'est une très bonne idée, ça. Tout à fait. Alors, on a pu célébrer en fin de semaine dernière avec un beau gâteau. On voit ici la dame derrière le, le chevalet que tu connais très bien. Oui, Le oui, c'est lutrin. ma mère. Oui, tout à fait, Mme Jasmine Lalonde, qui est présidente du conseil d'administration de la Maison des Jeunes. On passe aux arts et spectacles. Le diffuseur de spectacles, pardon, les productions de la Salle Comble, a reçu non pas un, mais 2 prix soulignant la qualité de son travail. Alors, le premier prix a été remis par la compagnie Les Fous tout court, qui produisent des spectacles clownesques. Alors, ça fait 2 fois que cette compagnie-là vient faire un spectacle à Saint-Anne-des-Monts. Ils reviennent pour une 3e fois. On voit ici les 2 garçons en question qui viennent faire les spectacles. Alors, pourquoi on a remis un prix à la Salle Comble? C'était pour souligner l'originalité, premièrement, de l'accueil, puisqu'on a décidé de faire le spectacle dans la salle à manger d'Exploramer. Donc, on sortait de notre zone de confort, oui, de notre milieu exactement. Et également, toutes les petites attentions qui ont été données aux 2 comparses. Premièrement, c'était la fête de l'un d'eux. Donc, les productions de la Salle Comble leur ont remis un gâteau. Une belle attention. Tout à fait. Et on a aussi caché les plaintes chauffantes dans la salle à manger, histoire que ça soit plus joli. On a caché aussi les fenêtres, histoire que le son résonne mieux. Alors, toutes ces attentions-là leur ont valu le prix des photos courts. Quoi, ça démontre que le diable se cache dans les détails. Effectivement, voilà, ça n'a jamais été aussi bien dit. Et la deuxième honneur, cette fois-ci, c'était la 2e fois d'affilée que Sandra Labbé et les productions de la Salle Combe recevaient le prix Rideau afin de parler de l'audace de la programmation, la diversité, l'ingéniosité et la qualité artistique des spectacles offerts. Alors, 2e année consécutive que les productions de la Salle Combe se méritent ce prix Rideau du Rosec qui permettra notamment aux productions d'avoir une bourse pour aller aux rencontres du Rosec, rencontrer les autres diffuseurs, les artistes, les agents et des conférenciers. Alors, un colloque très prisé, annuel, et que malheureusement, les productions n'auraient pas pu assister cette année puisque c'était trop cher, mais en gagnant ce prix-là, ils gagnent une bourse qui absorbe les dépenses. On est chanceux parce que dans notre petit milieu, en Haute-Gaspésie, on a des gens à la Salle Comble qui travaillent des pieds et des mains pour nous offrir quelque chose de qualité. Puis ils font un très bon travail. Je considère qu'on est chanceux. Je n'y vais pas assez souvent. Il y a des bons spectacles. Puis ce qui est bien aussi, c'est quand la salle est trop petite, ils peuvent aller à la polyvalente Gabriel Lecourtois. Voilà. Donc, il faut se compter chanceux et inciter aussi les gens à aller voir de la culture en Haute-Gaspésie. Je crois que c'est un article qui avait sorti il y a quelques années disant que en Haute-Gaspésie, on est des grands consommateurs de culture, oui. Quand même, par tête de pipe, par habitant. On est des grands consommateurs de culture, donc il faut continuer. Puis comme ça, on va aider aussi la Salle Comble à nous offrir de plus grands spectacles, peut-être des artistes qui nous coûtent un peu plus cher, parce qu'il faut se rentrer en ligne de compte aussi. Il faut regarder ce qui est abordable pour nous. Exactement. Et on en parlait brièvement, mais justement, les Fous tout court reviennent avec le spectacle Les Bros. C'est le dimanche 29 octobre à 15h. Alors, une troisième apparition pour Rémi et Jean-Félix qui seront avec nous le 29 octobre à 15h. Le Centre Louise-Amélie est en pleine période de recrutement pour son spectacle annuel qui se tiendra le 3 mars prochain dans le cadre de la Journée internationale des femmes. Depuis maintenant 16 ans que le show de femmes permet à des talents féminins de tout genre de monter sur scène. Alors, pour s'inscrire aux auditions qui se tiendront le 29 janvier prochain, il suffit de préparer une courte description du numéro qui peut être un sketch, de la chanson, de la musique, de la danse, de la poésie. On appelle au 418-763-7641. Des Hauts-Gaspésiens se sont hissés sur l'un ou l'autre des podiums des 3 différentes courses du défi La Plage. On voit ici Simon Trottier-Bernier en 2e place et Kevin Bouchard en 1re place. Alors, Kevin Bouchard, encore une fois, qui remporte les grands honneurs. Alors, c'est un bon ambassadeur pour les sportifs. Oui, tout à fait. Et pour connaître personnellement Kevin Bouchard, il est d'une discipline incroyable. Ce gars-là est tourné au quart de tour pour ses entraînements auxquels il ne déroge pratiquement jamais. Alors, ce n'est pas surprenant de le voir encore une fois remporter les honneurs. De la graine de champion. Oui, tout à fait.
La petite communauté de Lamarthe compte maintenant une première centenaire parmi ses rangs. Il s'agit de Mme Marianne Lévesque. Alors, la nouvelle centenaire est née le 17 octobre 1917, a grandi à Cap-au-Renard. Elle a eu 7 enfants, dont 6 garçons. Donc, son fils et ses neveux voulaient lui rendre hommage pour ses 100 ans. Alors, joyeux anniversaire, Mme Lévesque. Joyeux anniversaire. Et Mathieu, on revient immédiatement après la pause avec notre invitée de la semaine, Mme Annick Bouchard-Beaulieu. Au revoir. Ça, c'est ma jambe quand elle avait 3 ans, 4 ans. Ben. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ans et j'ai 5 jambes. C'est ma jambe de ski. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, ici, c'est fait en quoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super content d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Alors, nous sommes de retour à Nouvelle-Haute-Gaspésie et j'ai en ma compagnie Mme Annick Bouchard-Beaulieu du Calac Labaume-Gaspésie. Alors, bonjour Mme Beaulieu. Bonjour Dominique. Alors, cette semaine, je pense que c'est sans grande surprise que ta présence était de mise. Beaucoup de nouvelles à caractère sexuel, des agressions, du harcèlement. Alors, j'imagine qu'un organisme comme le tien doit être très sollicité pendant de telles vagues. Si tu nous parlais un petit peu de ce qui s'est passé depuis le début de la semaine. Oui, bien effectivement, Dominique, il y a une vague médiatique, en tout cas sur Facebook, qui est partie. C'est le mouvement MeToo, moi aussi. Les gens qui sont victimes d'agressions sexuelles font le hashtag sur leur page Facebook pour montrer aux gens qui ont été victimes dans leur vie. Ça a pris une ampleur vraiment très intense. Il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui trouvent que c'est très bien parce que ça aide la victime à extérioriser. D'autres pensent plus que, bon, pour ceux qui n'ont pas le courage de le faire, que ça les ramène dans leur victimisation. Pour notre part, on se situe au centre, tout simplement. C'est sûr que ça amène pas, encore une fois, ça amène pas la faute sur les agresseurs, ça met encore en sellette les victimes. Mais tu sais, bon, ça a l'air que c'est un passage obligé pour pouvoir réussir à notre combat au niveau des agressions sexuelles. Mais est-ce qu'on a l'impression, justement, avec des sorties de même sur les médias sociaux, qu'en faisant ça, dans le fond, on oublie le côté légal et que les gens n'iront pas porter plainte? Bien, effectivement, il faut vraiment faire attention à ça, surtout si les gens mettent le nom de leur présumé agresseur. Là, il peut y avoir des poursuites au niveau de la diffamation et à ce moment-là, c'est la victime qui va être dans le trouble. Donc, on rappelle aux gens de faire attention à ça parce que ça pourrait leur arriver. Je peux comprendre toute la colère qu'elles vivent, je peux comprendre la frustration qu'encore une fois, c'est pas eux qu'on pointe, mais bien les victimes. Il faut vraiment faire attention. Et on leur rappelle de venir nous voir pour les conseils, justement, pour pas que ça leur arrive. Et justement, est-ce que vous avez eu plus de demandes depuis une semaine ou deux avec toutes les histoires qui sont sorties aux États-Unis avec M. Weinstein ou même ici avec Eric Salvaille, même si c'est tout récent? Bien, effectivement, nous, après une vague comme ça, généralement, on a une petite hausse. L'année passée, je me rappelle bien, à peu près de la même date, je te rencontrais pour te dire la même chose au niveau d'Alice Paquette. Effectivement, on a toujours comme une petite hausse, les gens se sentent moins tout seuls, puis là, en plus, ça atteint le milieu artistique, donc des gens qu'on a l'impression qu'ils sont intouchables. Et puis là, c'est pas une victime, c'est plusieurs victimes par chaque personne connue qui est sortie dernièrement. Donc oui, les victimes ont l'impression d'être moins toutes seules. Fait que là, ils disent, bon, mais pourquoi pas moi, finalement? Et justement, dans le dernier cas, dans le cas d'Éric Salvaille, on s'entend qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui sont sortis. Alors, est-ce que pour vous, c'était surprenant de voir ça ou bien, dans le fond, c'était simplement un autre tabou comme un autre, là? Bien, c'est pas surprenant pour nous, Dominique, parce que nous, on est un des seuls Calax au Québec qui offre le service aux hommes au niveau des agressions sexuelles. Et si on le fait, c'est à cause de la statistique. Il y a une femme sur 3 qui va être victime au cours de sa vie, mais il y a quand même un homme sur 6. Un homme sur 6, c'est beaucoup. Fait que non, ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout, même que c'est une problématique qui est en hausse. Plus ça va, plus c'est en hausse. Au Calax, ça reste, pour l'instant, vu qu'on est en mode exploratoire, puis ça, c'est toute une question de budget, évidemment, c'est quand même 20% de notre clientèle
qui est masculine, puis on est juste en phase exploratoire. Donc, je me plais de dire que quand le gouvernement va reconnaître notre expertise au niveau des hommes, que ça va augmenter beaucoup plus, là. D'accord. Et dites-moi justement, au niveau du CALAC, quelqu'un qui serait tenté justement de vouloir aller se confier à vous et de ne pas directement aller à la police pour toutes sortes de raisons, quel genre d'accueil vont-ils recevoir et qu'en est-il de la confidentialité? Qu'en est-il de vers où vous allez les orienter? Ça marche comment lorsqu'on va vous voir dans votre bureau? Bien, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé d'avoir porté plainte pour venir dans nos bureaux. C'est des suivis, ils sont confidentiels, bilingues et gratuits. Bon, pour la Haute-Gaspésie, le bilinguisme, c'est une autre chose, là. Il n'y en a pas vraiment, mais c'est confidentiel. Si durant le cheminement, vous avez envie de porter plainte, on va vous accompagner là-dedans. Si votre but, c'est de porter plainte, on va y aller avec vous, mais jamais une intervenante va vous obliger à porter plainte. C'est vraiment un service, tu sais, c'est volontaire, porter plainte. Donc, ça va aller avec la volonté des gens. Des fois, il y en a que c'est pendant le processus qui disent « Ah, là, finalement, à force de travailler avec toi, j'aurais envie. » Il y en a d'autres que c'est des raisons dans le genre « Je vais attendre que mes parents meurent, je ne veux pas leur faire vivre ça. » Toutes sortes de raisons inimaginables. Donc, nous, puis il ne faut pas oublier qu'il y a seulement juste 10% des plaintes, en fait, des gens qui sont victimes d'agressions sexuelles qui portent plainte à la police, là. C'est pas beaucoup, là. Vous avez justement l'occasion de travailler autant avec des victimes que d'autres gens qui gravitent autour de ça. Est-ce que au niveau légal, au niveau de la police, est-ce que ces plaintes-là sont prises au sérieux? Est-ce que les gens ont raison de craindre d'aller porter plainte? Les plaintes sont toutes prises au sérieux. Vraiment toutes par le service de police à Saint-Anne-des-Monts. Il y a des enquêteurs très chevronnés qui sont là, qui font des super belles enquêtes, qui tiennent au courant, qui font un bon partenariat avec nous aussi parce que c'est pas donné partout. Est-ce que les enquêteurs, on se rencontre puis qu'on parle justement pas juste des faits de la victime, mais de comment elle se sent puis comment est-ce qu'on peut passer au travers de ça avec elle. Fait que non, les gens ont pas à avoir peur de venir porter plainte au niveau... en tout cas, à Saint-Anne-des-Monts, je peux parler pour ça parce que c'est ma MRC. Mais non, les policiers sont d'un accueil vraiment chaleureux. Et puis je dirais même que les juges, quand c'est des procès d'agression sexuelle, sont vraiment très, très compréhensifs et ils prennent leur temps avec les victimes et tout, là. C'est moins peurant qu'on le pense. D'accord. Et est-ce qu'à Saint-Anne-des-Monts, en Haute-Gaspésie ou même en Gaspésie, est-ce qu'on est pire ou mieux qu'ailleurs si on se compare au niveau des agressions sexuelles qui seraient dénoncées? Bien, en fait, on est la 3e région administrative quant au plus haut taux d'infraction à caractère sexuel. Avant, on était les 5e, maintenant, on est les 3e. Est-ce que c'est parce que les gens dénoncent plus? Je peux pas te dire. Mais je me plais à dire que oui, j'essaie de mettre ça du côté positif. Mais oui, on est une région grandement attaquée par les infractions à caractère sexuel. Et justement, les gens peuvent toujours rejoindre quelqu'un du CALAC si tel était le désir de l'un ou de l'autre. Comment procéder? Bien, vous nous appelez au 418-763-7675. Il y a ma page Facebook qui est Intervenante Haute-Gaspésie. Vous pouvez communiquer avec moi par là. Il s'agit de cliquer le petit j'aime et puis vous pouvez parler avec moi par là. Sinon, il y a nos adresses courriels que vous avez sur notre site internet calaxlabomigaspésie.com. D'accord. Bien, Madame Bouchard-Beaulieu, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Dominique. Vous revenez quand vous voulez et je vous demanderai de rester encore quelques petits instants. On passe à travers rapidement Pas de problème. la vie sociale pour terminer cette émission. Alors, premièrement, il y aurait une soirée cinéma le vendredi 27 octobre à 19h à la maison L'Essentiel de Gros-Morne. Et oui, du popcorn sera vendu sur place. L'ensemble vocal de Marsouis présentera un spectacle d'Halloween le samedi 28 octobre dès 20h au centre récréatif. Les déguisements sont de mise. Il y aura également des prix de présence. Il y aura un souper 3 services avec filet mignon de porc suivi d'une soirée de danse avec le caporal le samedi 28 octobre au centre colombien de Capcha. Et la Maison des Jeunes de Saint-Anne-des-Monts tiendra sa traditionnelle maison hantée le soir de l'Halloween, le 31 octobre, de 17h à 21h. D'ailleurs, mon ami Roger Roy de Télévision Haute-Gaspésie sera sur place. Et Loisirs Capcha organise un concours de la plus belle résidence d'Halloween. C'est pour tous les citoyens de son territoire. Les critères évalués sont la créativité, la difficulté technique, l'aspect général, la superficie utilisée, ainsi que la diversité des matériaux. Alors le gagnant se méritera un sac à surprise avec différents cadeaux des commerçants locaux. Pour s'inscrire, il suffit d'appeler au 88 786 55 39. Sur ce, mesdames et messieurs, mon nom est Dominique Fortier et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci et bonne semaine.